Bonjour et bienvenue à tous pour ce webinaire sur la qualité sanitaire et énergétique des rénovations. Nous allons commencer dans quelques minutes. Donc, avant de démarrer, quelques petites informations pratiques pour tout le monde. Il y aura un replay du webinaire qui sera mis à disposition sur la chaîne YouTube du CSTB Formation. Donc, si vous ne pouvez pas assister à l'intégralité ou souhaitez partager après le webinaire, ne vous inquiétez pas, vous recevrez le lien juste après le webinaire. Deuxième élément, il y aura aussi la présentation qui est déroulée aujourd'hui, qui vous sera envoyée par email à la suite du webinaire. Donc, vous aurez tous les éléments à la fin. Dernière chose, ça sera au niveau des questions. Si vous avez des questions, vous pouvez utiliser le bloc questions que vous avez sur votre interface et qui permet par écrit de poser les questions sur lesquelles on reviendra à la fin du webinaire. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à nous interroger. On essaiera de répondre à un maximum d'informations. Au niveau du programme, donc le programme d'aujourd'hui, on va s'intéresser donc à la qualité sanitaire et énergétique et de la rénovation et des rénovations avec au programme voilà, une légère introduction, une présentation du projet Quartet, qu'est-ce que la méthode QSE, nos solutions de formation associées au sujet, et après on sera sur une session de questions-réponses, donc pour une durée à peu près de 45 minutes pour l'ensemble des éléments. Donc aujourd'hui, moi-même, Jérémy Delibera, responsable adjoint du CSTB Formation, j'introduis le webinaire et vous présentera les solutions de formation et je suis accompagné du coup de Michael Berbez. Je vais essayer de présenter rapidement, Michael. Bonjour, je suis ingénieur recherche et expertise donc dans la direction santé confort et dans la division qualité des environnements intérieurs. Et je pilote le projet Quartet. Merci. Donc, avant de démarrer, une légère petite introduction pour vous présenter le CSTB Formation, donc, qui est à l'origine du webinaire aujourd'hui et donc qui est l'organisme de formation externe du CSTB depuis plus de 50 ans. Et donc, on intervient sur des grandes thématiques en devenir dans le secteur de la construction, à savoir les transitions écologiques, énergétiques et numériques. Et donc, nous proposons une large gamme de formations, plus de 170 stages sur différentes thématiques comme justement la transition écologique, l'économie circulaire, la transition numérique, encore la réglementation et d'autres sujets, par exemple comme la prévention des pathologies, la qualité de vie ou les produits et procédés techniques. Nous proposons des formations, que ce soit en salle, en distanciel ou en e-learning. Donc, toutes les modalités pédagogiques sont proposées et il y a la possibilité de venir suivre les formations au sein de nos locaux ou si vous avez au sein de vos entreprises un groupe de stagiaires avec des besoins communs, la possibilité pour nos formateurs de se déplacer directement dans vos locaux. Donc, nous sommes certifiés Calliope au niveau de la qualité. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec nous si vous avez des besoins. On va pouvoir passer maintenant, du coup, au webinaire à proprement dit, avec le projet Quartet. Donc, je vais laisser Michael nous présenter ce beau projet. Merci Jérémy. Alors, le projet Quartet, il s'inscrit dans un thème de recherche qui est développé par le CSTB et qui a pour objectif d'évaluer l'impact des rénovations énergétiques sur la performance globale des bâtiments. Donc la performance globale, on entend le triptyque qualité d'air intérieur, confort d'ambiance et consommation d'énergie. Alors, ce thème de recherche, il a été initié parce qu'il y avait très peu de données disponibles à ce jour sur ces trois items, au niveau des rénovations énergétiques. Et on se posait pas mal de questions sur des éventuelles contre-performances qu'il pourrait y avoir sur la qualité d'air intérieur et le confort suite à des travaux de rénovation énergétique, comme notamment la réduction du taux de renouvellement d'air, des risques de condensation, des développements fongiques, des risques d'inconfort, etc. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'on propose donc deux objectifs dans cette étude. Donc, on peut passer à la diapositive suivante. Voilà. Le premier objectif, c'est de faire une évaluation de l'impact réel des travaux de rénovation énergétique sur la performance globale des bâtiments de différentes typologies, que ce soit des bâtiments à usage d'habitation, à usage d'enseignement ou à usage de bureaux. Et le deuxième objectif, c'était de fiabiliser la rénovation énergétique de ces bâtiments
en proposant une évaluation de la performance globale avec une méthode simple et peu onéreuse, et pour que cette méthode puisse être déployée par les collectivités territoriales, les gestionnaires de parcs, les bailleurs sociaux, les bureaux d'études, voilà, pour qu'ils puissent la déployer eux-mêmes sur leur propre bâtiment. Et donc, c'est dans ce cadre-là que nous avons soumis 2 projets de recherche qui sont soutenus par le dispositif certificat d'économie d'énergie sous la bannière du programme Profil. Le premier programme de recherche s'appelait le projet QSE, donc qualité sanitaire et énergétique des rénovations, qui a été lauréat des dispositifs C2E en 2018 et qui a reçu un financement de 2,5 millions d'euros. Ce travail a débuté en 2019 et s'est achevé en 2021. Donc pour faire écho aux 2 objectifs précédents, nous avons réalisé des mesures expérimentales sur des bâtiments à usage d'habitation, où nous avons mesuré la performance globale avant les travaux, puis après les travaux. On a réalisé également des mesures dans quelques bâtiments seulement après les travaux de rénovation énergétique. Et pour répondre au 2e objectif, donc fiabiliser l'acte de rénover, nous avons élaboré une méthode simplifiée de l'évaluation de la performance globale des bâtiments qu'on a appelée méthode QSE, qui est donc identifiable par le petit logo QS, qualité sanitaire et énergétique des rénovations. Suite au projet QSE, nous avons une continuité, c'est le projet Cartet, lauréat des certificats d'économie d'énergie en 2021, et il a reçu un budget de 2 millions d'euros. Donc, dans la continuité de QSE, nous avons poursuivi les suivis expérimentaux. Donc, on est actuellement en train de réaliser des suivis de performance globale de bâtiments à usage d'école et de bâtiments à usage de bureaux. Et par rapport donc à la méthode simplifiée, nous avons élaboré un centre de ressources que vous connaissez peut-être déjà, et nous déployons la méthode QSE actuellement avec 4 organismes volontaires qui sont le département de Saône-et-Loire, la ville de Caen, la ville d'Épernay, le bureau d'études Indigo, en association avec Nantes Métropole Habitat. Et donc, si vous souhaitez, je vais faire maintenant un focus sur la méthode QSE. Donc, avant de démarrer, justement, on souhaitait vous interroger, vous, le public, pour savoir, du coup, est-ce que vous connaissiez la méthode QSE? Donc, on a un petit sondage que l'on va pouvoir vous proposer et sur lequel vous allez pouvoir répondre. Vous avez donc quelques secondes pour nous dire, avez-vous déjà entendu parler de la méthode QSE? Donc, on vous laisse comme ça quelques secondes pour nous dire, est-ce que vous connaissez ou est-ce que vous avez déjà entendu parler ou pas de cette méthode? Et donc, nous allons voir ensemble les résultats dans quelques secondes. Donc, on voit au niveau des résultats, du coup, une grande majorité des personnes qui n'avaient pour le moment pas entendu parler de la méthode QSE. Je pense que c'est pour ça, justement, que vous êtes là avec nous aujourd'hui. On va continuer sur une deuxième petite question. Savez-vous en quoi consiste la méthode QSE? Ceux qu'on a entendu déjà parler. Je lance, pareil, le sondage. Donc, savez-vous en quoi consiste la méthode QSE? Et pareil, quelques secondes. Donc, nous allons regarder le résultat. Donc, nous voyons voilà, plus de 90% qui ne savent pas en quoi consiste la méthode QSE. Ben voilà, ça va être justement l'occasion de comprendre les tenants et les aboutissants de cette méthode. Et donc, je vais laisser Mickaël nous présenter les éléments de la méthode QSE. Très bien, merci. Alors, la méthode QSE, c'est une méthode d'évaluation, donc la qualité sanitaire et énergétique des rénovations, qui peut être utilisée comme un outil d'aide à la décision
à destination des acteurs du bâtiment. Donc, comme je l'ai dit précédemment, elle couvre les aspects qualité d'air intérieur, confort d'ambiance, consommation d'énergie. Concrètement, sur le terrain, elle va consister à réaliser des suivis expérimentaux sur des durées de 5 à 7 jours et elle va être complétée par des questionnaires qui seront à renseigner par les occupants des bâtiments que l'on va investiguer. Alors, cette méthode, elle vise à fiabiliser l'acte de rénover, puisqu'elle propose à la filière du bâtiment une méthode qui est simple à mettre en œuvre, qui est peu coûteuse, et elle est tout à fait complémentaire au dispositif de surveillance réglementaire de la qualité d'air intérieur dans les établissements recevant du public ou à tout diagnostic qui pourrait être réalisé par des professionnels. Mais en aucun cas, la méthode QSE, elle peut être considérée comme un diagnostic. Voilà. C'est un outil d'aide à la décision qui va faire un état de la performance globale du bâtiment et qui va pouvoir donner des préconisations, des actions correctives pour pouvoir améliorer la situation s'il y a besoin de l'améliorer. Voilà. Donc, je vous propose d'aller un petit peu plus loin. Alors, à qui elle s'adresse? Donc, elle s'adresse aux collectivités territoriales, aux bailleurs sociaux, aux gestionnaires de parcs, aux bureaux d'études AMO, qui souhaitent évaluer, dans le contexte d'une rénovation énergétique de bâtiments, les performances globales. Alors, ça peut être d'un bâtiment ou d'un parc de bâtiments. Donc, cette méthode, elle peut être appliquée avant les travaux de rénovation. Donc, on a un bâtiment, on souhaite réaliser des travaux de rénovation énergétique. Et avec la méthode QSE, quand on va l'appliquer, on aura finalement la caractérisation de l'état initial du bâtiment. Voilà, donc en termes de consommation d'énergie déjà, et en termes aussi de qualité d'air intérieur et de confort d'ambiance. Et donc l'idée de la méthode, c'est d'identifier des éventuels besoins d'amélioration en termes de qualité d'air intérieur et de confort d'ambiance, et d'identifier des travaux qui seraient susceptibles à être réalisés en même temps que les travaux de rénovation énergétique pour pouvoir améliorer la situation s'il y a besoin de l'améliorer. Voilà. Donc ça me permettrait d'identifier finalement un bouquet de travaux qui seraient à faire en plus de la rénovation énergétique. On aurait aussi des travaux qui cibleraient plus la qualité d'air intérieur et bien sûr le confort d'ambiance. Voilà. Ensuite, cette méthode, elle peut être aussi appliquée uniquement après les travaux de rénovation énergétique. On a un bâtiment, on a réalisé les travaux de rénovation énergétique. La méthode, elle permettra en premièrement de vérifier que les performances énergétiques réelles sont, donc quel est le niveau de performance énergétique réelle par rapport à celle qu'on a escomptée par rapport aux travaux de rénovation énergétique que l'on a réalisés. Elle va permettre aussi de mesurer la qualité d'air intérieur et le confort d'ambiance et d'identifier si les travaux de rénovation énergétique ont soit amélioré la qualité d'air et le confort, soit alors dégradé. Et dans ces cas-là, il y aura des points de vigilance et il y aura également des propositions d'actions correctives pour pouvoir corriger le tir et faire en sorte que cette rénovation énergétique elle soit également bénéfique au niveau de la qualité de l'environnement intérieur. Et puis, cette méthode, elle peut être utilisée effectivement avant et après les travaux. Et elle permettra, dans ces cas-là, de pouvoir objectiver l'impact des travaux de rénovation énergétique sur la performance globale du bâtiment. Alors, si vous voulez, donc on va arriver sur des choses beaucoup plus pratiques. Comment est-ce qu'on déploie la méthode QSE? Alors, la première des choses à faire, c'est de s'auto-former via le centre de ressources. Le centre de ressources, c'est un site internet qui répertorie tout ce qu'on a besoin de connaître pour pouvoir déployer la méthode QSE, c'est-à-dire les protocoles. Il y a des tutoriels vidéo qui nous expliquent comment mesurer, par exemple, la qualité de l'intérieur, comment utiliser un des deux appareils qu'on préconise, comment les paramétrer, comment récupérer les données, etc. Ce centre de ressources, il a aussi une foire aux questions qui permet de répondre aux questions que vous pouvez vous poser.
Et dans le cas où vous n'avez pas les réponses aux questions, vous pouvez contacter l'équipe projet Cartet via le formulaire de contact. Ensuite, la deuxième chose à faire, c'est de disposer d'un kit de mesure. Alors, ce kit de mesure, il peut être mis à disposition par le CSTB ou, si vous le souhaitez, vous pouvez aussi en acquérir un vous-même pour votre utilisation. Ensuite, la troisième étape, c'est de réaliser deux enquêtes in situ, donc sur le terrain, une enquête en été et une enquête en hiver, par phase. Donc, ça peut être, donc, si vous décidez de faire une mesure avant les travaux de rénovation énergétique, il faudra réaliser cette enquête donc en été et refaire la même enquête en hiver. Voilà. La durée de l'enquête, elle est variable en fonction de la typologie du bâtiment. Elle est de 7 jours pour l'habitat et de 5 jours pour les écoles et les bureaux. Voilà. La quatrième étape, donc une fois que vous avez réalisé donc, les enquêtes, vous allez transmettre les données via le centre de ressources. Et là, le centre de ressources, il va récupérer les données, il va les valider, il va les exploiter de façon automatique. Et ensuite, la cinquième étape, c'est la restitution donc des données sous forme donc d'étiquettes qui vont illustrer donc l'indicateur de performance globale qui est calculé à partir de 3 indices, qualité d'air intérieur, confort et consommation d'énergie. Il va y avoir un rendu de résultats qui va être généré de façon automatique et dans ce rendu de résultats, en fonction des niveaux de performance des 3 indices, il y aura des conseils et des propositions d'actions correctives. Et enfin, vous pourrez, une fois que vous avez évalué un bâtiment, de comparer l'évaluation de ce bâtiment avec des bâtiments de même typologie qui ont déjà été enquêtés avec la méthode QSE et donc pour lesquels on a les données dans le centre de ressources. Vous pourrez du coup faire une comparaison de votre bâtiment avec d'autres bâtiments de même typologie. Alors, si vous voulez, on peut peut-être aller un petit peu plus en détail sur la méthode QSE. Donc là, vous avez ce graphique qui illustre finalement les paramètres qui sont mesurés, qui sont collectés, qui permettent de calculer donc l'indicateur de performance globale. Cet indicateur, il est donc composé par un indice qualité d'air intérieur, un indice confort et un indice énergie. Pour l'indice qualité d'air intérieur, qu'est-ce qu'on mesure? On va mesurer le dioxyde de carbone, on va mesurer le formaldéhyde, le dioxyde, le NO2, les particules, on va évaluer le risque potentiel de développement de moisissures et on va également mesurer le radon. Pour l'indice confort, donc il y a 3 sous-indices qui sont calculés. Alors, le sous-indice confort visuel et le sous-indice confort olfactif, il est évalué à partir d'un questionnaire perceptif qu'on demandera donc aux occupants de renseigner. Et puis, il y a 2 autres sous-indices qui s'attachent donc à récupérer la perception des occupants, mais auxquels on va confronter des mesures. Alors, pour le confort thermique, on va mesurer bien sûr la température, l'humidité relative, et grâce à ces données-là, on va calculer un critère sanitaire. On aura un critère perceptif, c'est-à-dire c'est la perception réelle des occupants, et on aura un troisième critère qu'on appelle un critère perceptif objectif, qui est là une évaluation donc, de la perception qui pourrait être faite par un groupe d'individus en bonne santé qui seraient soumis aux mêmes conditions de température et d'humidité que celles qu'on a mesurées dans le bâtiment. Pour ce qui est du sous-indice de confort acoustique, on va avoir un critère performantiel où on va mesurer l'isolement de façade et le bruit des équipements, qu'on va comparer avec des seuils alors soit réglementaires, soit issus de normes, et on va aussi confronter donc ces critères performantiels avec des critères de performance, de perception subjective, c'est-à-dire ce que pensent les occupants par rapport au niveau de bruit, au bruit intérieur, au bruit extérieur, etc. Et puis pour l'indice énergie, donc on récolte des factures de consommation d'énergie sur une durée d'1 an et on va calculer différents indicateurs. Alors le ratio surfacique de la consommation énergétique en énergie finale, en énergie primaire,
en émissions en gaz à effet de serre et également en facture énergétique. Voilà. Alors, toutes ces données-là, elles sont récupérées et elles sont apportées à la connaissance des occupants sous forme d'étiquettes. Donc, on va afficher là les étiquettes. Donc, en haut à droite, vous avez l'étiquette de performance énergétique d'un bâtiment qui a été évalué avec la méthode QSE avant les travaux de rénovation énergétique. Donc, IPG, c'est pour indicateur de performance globale, avant. Et là, on voit que le niveau de performance de l'indicateur est rouge, il est insatisfaisant. Et en dessous, vous avez des étiquettes pour la qualité d'air intérieur, le confort et l'énergie. Voilà, dans la même cartouche. Hein. Donc là, vous voyez par exemple pour la qualité d'air intérieur, le niveau était vert, donc c'est un niveau performant. Le niveau pour l'indice confort est rouge, il est au niveau insatisfaisant. Et le niveau pour l'énergie est orange, il est au niveau donc intermédiaire. Et la valeur de l'indicateur de performance globale, c'est la valeur la plus défavorable d'un des trois indices. Donc là, on s'aperçoit que pour ce bâtiment-là, le bâtiment a un indicateur de performance globale avant qui est insatisfaisant. Pourquoi? C'est parce que l'indice confort est lui-même insatisfaisant. Alors, cette étiquette, elle est déclinée par item. Et donc, en dessous, vous avez l'étiquette de la qualité de l'air intérieur. L'étiquette, elle est également déclinée par espace dans lesquels nous avons mesuré la qualité de l'air intérieur. Donc là, en dessous, on a donc un bureau dans lequel on a mesuré la qualité d'air intérieur en été et en hiver. Et donc là, vous avez l'illustration des résultats de mesure donc de ces paramètres pour ce bureau-là lorsque le bâtiment a été évalué avec des méthodes QSE avant les travaux de rénovation énergétique. Juste une petite question d'un spectateur qui nous demande pourquoi il n'y a pas d'indicateur radon sur l'été. Est-ce qu'il y a une raison? Parce que le radon est une mesure réglementaire qui doit être réalisée en période de chauffe, donc en général entre septembre et avril, et c'est pour ça qu'on le mesure uniquement en période hivernale. Merci. Et donc, comme je vous le disais, dans le cadre donc, de la méthode QSE, nous avons créé un centre de ressources qui est accessible via ce lien-là, qui permet en fait quatre fonctions. Il y a une première fonction qui est rester informé sur l'actualité de la méthode. Donc, on diffuse régulièrement des actualités et vous pouvez également vous inscrire à la newsletter pour pouvoir être tenu informé donc, de l'évolution de la méthode. Il y a un onglet méthode QSE, et donc c'est dans ce menu-là que vous allez retrouver toutes les informations pour pouvoir vous auto-former à la méthode. Donc à ce jour, on a 44 tutoriels vidéo. Ensuite, il y a un onglet performance globale. Donc cet onglet-là, il est en cours de construction. Il sera réservé à l'utilisateur de la méthode, c'est-à-dire qu'à partir du moment où les utilisateurs donc, vont s'auto-former, ils vont déployer sur le terrain la méthode, ils vont ensuite transmettre les données via cet onglet performance globale, et c'est ensuite qu'on va pouvoir récupérer les données, les traiter, générer le rapport de rendu de résultats avec les messages. Alors, cette fonctionnalité, elle sera mise en ligne donc à partir de fin 2024. Et puis, le dernier menu, c'est la foire aux questions, où vous allez retrouver donc toutes les réponses aux questions. Voilà. Donc, avant de passer aux solutions de formation, je voulais vous interroger avec quelques petites questions. Donc, première question que l'on voit, c'est envisagez-vous de déployer la méthode QSE? Ou, pareil, on va vous laisser quelques secondes pour répondre si vous avez trouvé cette méthode intéressante et voir est-ce que vous y voyez un intérêt à essayer de mettre cette méthode en œuvre. Au niveau des questions, après, si vous avez des questions, n'hésitez pas, au travers du bloc questions, on reviendra dessus juste après pour répondre aux différentes questions que vous vous posez.
Donc, en regardant un petit peu justement les sondages, on voit, Mickaël, que tu as fait sensation et ton explication a convaincu nos auditeurs avec du coup une majorité de gens qui souhaitent du coup déployer la méthode QSE dans leur propre bâtiment. Et on va avoir du coup une autre petite question, justement, dans le cas où vous souhaitez mettre en œuvre cette méthode, envisagez-vous de vous en charger vous-même ou de faire appel à un tiers? Donc le oui sera vous le faites vous-même, le non, ça sera par un tiers. Donc, les réponses ne sont pas formulées de manière optimale. Donc oui pour vous-même, non pour appel à un tiers. Donc au niveau des résultats, on voit qu'on a toujours du coup 3/4 des personnes qui seraient plutôt pour réaliser la méthode par eux-mêmes. Et dernière petite question, c'est dans le cas où vous souhaiteriez mettre en œuvre la méthode, est-ce que vous envisagez plutôt d'acquérir, de louer votre propre kit? Oui, non, soit louer, soit l'acheter. Donc, plusieurs réponses possibles. Donc, on voit qu'une majorité traite sur la location du matériel avec quelques personnes qui souhaiteraient acheter le matériel. Est-ce que déjà, Nickel, tu as quelques petits retours à faire par rapport à ces différentes explications? Donc, une majorité de gens qui ne connaissaient pas la méthode QSE, avec maintenant une majorité de gens qui souhaiteraient l'expérimenter par eux-mêmes. Est-ce que tu as quelques éléments à ajouter par rapport à ces retours? Oui, alors c'est vrai que c'est intéressant de voir que bon, il y a quelques personnes qui connaissent la méthode QSE, mais la majorité quand même ne la connaissent pas. Bon, c'est vrai que lorsque on a déployé le centre de ressources, nous n'avons pas lancé d'action de communication vraiment large, hein, et on attendait que le centre de ressources soit complètement terminé pour pouvoir voilà, diffuser largement le centre de ressources. Mais du coup, cette intervention dans le cadre du CSTB formation permet du coup de toucher d'autres publics, et ça, c'est très bien. C'est aussi très intéressant de voir que les gens qui ne connaissent pas, qui ne connaissaient pas aujourd'hui, sont intéressés par la méthode, seraient intéressés pour déployer la méthode sur le propre bâtiment. Voilà, et pas forcément faire appel à un tiers. Et puis effectivement sur la mise à disposition du lot de matériel, effectivement c'est bien aussi de voir que la majorité des gens souhaiteraient plutôt louer un kit de mesure plutôt que l'acquérir. Voilà, mais c'est quelque chose qu'on va proposer ouais, par la suite. Donc c'est très intéressant et c'est encourageant pour la suite et on est là pour aider les utilisateurs à déployer la méthode, à répondre à leurs questions et faire en sorte que cette méthode elle puisse s'inscrire dans leur routine parce que c'est quelque chose qui est important pour fiabiliser l'acte de rénover. Merci. Avant de passer à la session de questions-réponses, on souhaitait aussi vous proposer, vous présenter quelques formations présentées par le CSTB qui permettent, pour ceux qui veulent aller plus loin justement sur ces sujets de qualité sanitaire, de confort des bâtiments, ou alors de qualité de l'air intérieur. Donc, plusieurs formations qui sont proposées, qui sont des formations qui durent généralement entre une journée et 2 journées et qui permettent justement d'acquérir les connaissances sur ces différents sujets.
Ce sont des formations généralement qui se déroulent sur notre site de Paris, donc à Paris 16e, et qui permettent, par exemple, pour le cas des parcours premium, d'avoir à la fin de la formation une évaluation des connaissances acquises avec un questionnaire et ainsi d'avoir un certificat CSTB de réussite pour ceux qui obtiennent justement une bonne note à ces examens-là. Donc, n'hésitez pas à vous rendre sur le site internet du CSTB Formation pour consulter les programmes, voir ce qui peut vous intéresser. Et nous avons aussi, pour ceux qui souhaitent avoir une formation sur mesure, par exemple, ou un besoin spécifique, une personne en charge spécifique, Myrtille Lanchet, qui pourra répondre à toutes vos questions et voir avec vous, selon vos projets, ce que le CSTB Formation peut vous proposer en formation. Donc, passons maintenant aux questions-réponses et voyons voir, du coup, est-ce que nous avons des questions? Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Donc, première question qu'on peut avoir, c'est du coup au niveau du périmètre, c'est-à-dire que qu'en est-il pour les autres pays et continents? Est-ce que cette méthode justement est applicable partout ou est-ce qu'elle se limite au cadre français? Alors, pour l'instant, elle se limite au cadre français. Après, il est tout à fait possible de pouvoir l'étendre. Mais pour l'instant, voilà, c'est le cadre français. Ouais. D'autant plus parce que, enfin, pourquoi? C'est parce qu'on a aussi pris enfin, les seuils auxquels on compare les mesures, ce sont des seuils donc français. Lorsqu'il n'y avait pas de seuil français, on prenait des seuils européens, voire des seuils proposés par l'OMS. Voilà. Et peut-être effectivement, si on veut adapter la méthode à d'autres pays, il faudrait revoir également les seuils. Okay. On avait une question complémentaire par rapport tout à l'heure à l'indicateur radon et la période de chauffe. On a une question complémentaire. Et qu'en est-il pour les ERP qui n'ont pas d'activité hivernale? Je ne sais pas si on a une réponse à apporter sur ce point spécifique. Les ERP qui n'auraient pas d'activité hivernale. Donc c'est par exemple des centres de loisirs ou je sais pas, enfin. Je ne sais pas si la personne peut détailler un petit peu plus sa question parce qu'on a assez peu d'informations pour répondre. On a peu de questions pour le moment. Je pense que tu as été très clair dans ta présentation. N'hésitez pas si vous avez des questions, c'est le moment. C'était bien lié à des centres de vacances ou à des bases nautiques, du coup. D'accord, ok. Alors, si le bâtiment n'est pas occupé, par exemple, en période hivernale, ça n'a pas d'intérêt de déployer la méthode. La méthode, on va la déployer lorsque le bâtiment il est occupé. Donc, que ce soit en été ou en hiver. Donc, s'il n'y a personne en hiver, du coup, on ne pourra pas faire l'enquête hiver et du coup, on n'aura qu'une partie des données en été et donc on ne pourra pas calculer l'indicateur de performance globale et ses sous-indices. Il faut vraiment que le bâtiment il soit à minima occupé donc en hiver et en été. Pourquoi l'hiver et l'été? C'est parce que justement, on a des saisons climatiquement contrastées. On va avoir un impact sur la qualité de l'intérieur, mais aussi sur le confort thermique. Et donc, c'est intéressant d'avoir ces niveaux de performance sur 2 saisons climatiques pour ensuite faire une moyenne et pour avoir un indicateur de performance globale qui soit moyenné, on va dire. Voilà. Parfait. Une autre question, plutôt une observation, du coup, d'une personne qui me dit que la notion de confort, du coup, semble relever de plus de critères que ceux qui ont été énoncés. Comment ont été justement choisis dans la méthode les différents critères liés au confort et pourquoi est-ce qu'il n'y en a pas eu plus, par exemple? Oui. Alors, déjà, donc pour le confort thermique, c'était par rapport aux questions que l'on se posait sur l'impact des travaux de rénovation énergétique, effectivement, sur le confort. Alors, il y a aussi bien le confort d'été que le confort d'hiver. Et sur le confort acoustique, c'est toutes les questions et les observations de terrain que l'on voit à partir du moment où on va isoler donc le bâtiment donc thermiquement et aussi phoniquement, on va avoir une moins grande influence des bruits extérieurs, mais on va avoir derrière une émergence des bruits intérieurs. Et donc, ce qui nous paraissait intéressant, c'était de mesurer à la fois l'isolement de façade et à la fois les bruits d'équipement.
voilà, pour avoir une idée de la situation après les travaux de rénovation. Ensuite, pour ce qui est du visuel et de l'olfactif, on a juste basé ça sur des questionnaires. Donc là, c'est une première approche. La méthode, à ce jour, elle prend en compte ces 3 items de confort. Il n'est pas dit que dans le futur, on puisse en prendre d'autres ou on puisse, par exemple, pour le confort lumineux, rajouter des mesures d'éclairement artificiel ou d'évaluation de l'éclairement naturel pour pouvoir compléter l'approche que l'on a aujourd'hui uniquement sur la perception des occupants pour ce qui est du confort lumineux et du confort olfactif. Mais ça peut évoluer, voilà. Mais à ce jour, donc la méthode, elle est comme ça. Et puis donc on la teste, on la rôde, et puis ça sera possible de l'améliorer au fur et à mesure. Merci. Autre question, du coup, sur la réalisation des mesures, est-ce qu'elle se fait en présence ou en absence des utilisateurs des bâtiments? Elles se font en présence des utilisateurs des bâtiments, oui. Parce que, comme vous avez dit, il y a un volet perception. Donc, ce qu'on veut savoir, c'est pendant une semaine de mesure, quelle est la perception des occupants pour le confort thermique, acoustique, visuel et olfactif. Donc, effectivement, il faut qu'ils soient là et il faudra qu'ils répondent au questionnaire à la fin de la semaine de mesure. Et puis, ce qui est intéressant, c'est aussi par rapport à la qualité d'air intérieur, on veut savoir qu'est-ce qu'ils respirent, quelles sont les concentrations des polluants, parce qu'on sait qu'il y a un impact sur la santé. Voilà. Et puis, pour les consommations d'énergie, effectivement, il faut que les bâtiments soient occupés. Voilà, donc du coup, il faut absolument que les bâtiments soient occupés pendant qu'on met en place la méthode QSE. Ouais. Merci. Autre petite question plus d'ordre réglementaire, c'est la méthode et ces mesures permettent-elles de valider des mesures de polluants qui entrent dans le cadre de la réglementation de la surveillance de la QAI? Non, et c'est ce que je disais donc au tout début de la présentation. La méthode, elle est complémentaire avec la surveillance réglementaire, puisqu'elle apporte d'autres éléments. Elle va un peu plus loin sur certains polluants et elle donne des préconisations. Par contre, non, les mesures que l'on aura ne peuvent pas se substituer à des mesures qui sont réalisées par des laboratoires accrédités qui vont pouvoir réaliser les mesures de surveillance réglementaire de la qualité d'air intérieur dans les ERP. Donc ça ne peut pas se substituer, ça vient en complément. Merci. La question complémentaire, du coup, plus généralement, est-ce que la méthode, du coup, incorpore l'ensemble des référentiels réglementaires? Niveau de référence radon, CO2 de la QAI, référentiel d'éducation nationale sur les taux d'éclairement. Donc, voilà, est-ce que les différents indicateurs sont basés sur la réglementation ou sur d'autres éléments? Alors, oui, pour le radon, oui. Pour le CO2, oui, puisqu'on va calculer l'indice ICON. En revanche, on a voulu aller un petit peu plus loin parce que chaque paramètre mesuré a été comparé, si possible, avec 2 seuils, un seuil à court terme et un seuil à long terme. Par exemple, pour le CO2, le seuil à long terme, c'est l'ICON, donc l'indice de confinement, qui est calculé sur l'occupation et sur 7 jours ou sur 5 jours. Et on calcule et on regarde également les niveaux de CO2 qui dépassent la valeur de 1450 ppm, donc sur des pas de temps de 10 minutes. Et on considère qu'il y a un dépassement si, par exemple, 10% des mesures qui sont réalisées sur une période de temps, donc 7 jours ou 5 jours, dépassent cette valeur. Donc à chaque fois, chaque polluant, il est comparé avec un indicateur à court terme et un à long terme. Et bien sûr, et on essaye d'intégrer les critères de comparaison réglementaires. Merci. Donc, on avait une question toujours sur les mesures et les usagers et comment, du coup, les usagers peuvent perturber justement les mesures de QAI en fonction de leurs usages, fumée, encens ou d'autres éléments.
Oui, alors oui, effectivement, ils risquent de perturber. En fait, ils vont pas perturber. On a une qualité d'air intérieur qui est issue donc par le transfert de la pollution extérieure vers l'intérieur, et ensuite c'est les matériaux, c'est l'activité des occupants, et puis c'est les réactions chimiques qu'il y a entre tous les composés qui vont générer cette qualité d'air intérieur, et c'est la résultante que nous on va mesurer. Par contre, ce que l'on va faire, c'est en parallèle des mesures, on va demander aux occupants de renseigner un questionnaire sur les activités polluantes qu'ils pourraient avoir pendant la semaine de mesure. Et donc, on va leur demander justement s'ils utilisent de l'encens, quelles sont leurs fréquences de nettoyage, d'utilisation de produits d'entretien, etc. Et ça nous permettra finalement d'expliquer les seuils de enfin, les niveaux de concentration qu'on va pouvoir avoir et essayer de distinguer ce qui est issu d'une activité humaine de ce qui est issu d'un transfert de pollution extérieure vers l'intérieur. Voilà. Et c'est tout ça qu'on va prendre en compte. Et dans le rapport, on va identifier les sources potentielles de polluants et on va donner des préconisations par rapport aux sources potentielles qu'on aura identifiées grâce à ces questionnaires. Merci. Il y avait une question au niveau de la location des instruments de mesure. Je ne sais pas si c'est déjà mis en place ou est-ce qu'on a des éléments là-dessus. Alors, pour l'instant, ce n'est pas encore mis en place. Donc là, on le fait avec nos organismes volontaires qui sont en train de tester la méthode. Donc là, c'est un accord privilégié avec eux. On va terminer le déploiement sur le terrain en septembre 2024. Et à partir de fin d'année 2024, on sera capable de proposer. Donc, du coup, c'est le matériel qui sont aujourd'hui utilisés par les organismes volontaires. On les mettra à disposition des futurs utilisateurs de la méthode. Au niveau des types d'instruments, justement, de mesure, est-ce qu'on a quelques détails sur quelle est la nature de ces instruments? Oui. Pour la qualité d'air intérieur, on a choisi 2 capteurs qui permettent de faire un suivi de qualité d'air intérieur. Alors, soit de base, on utilise un capteur air visual, ou alors un capteur qui permet de mesurer plus de paramètres. Et dans ces cas-là, on utilise le capteur Nemo de chez Etera. Ça, c'est pour la qualité d'air intérieur. Pour ce qui est des mesures donc acoustiques, isolement de façade et bruit d'équipement, nous utilisons une application qui est gratuite et qui peut être déployée sur des smartphones donc Android. On utilise un mini microphone pour pouvoir avoir une plus large gamme de bruits qui vont pouvoir être enregistrés par notre dispositif de mesure. Et on va utiliser une source de bruit, c'est une grosse enceinte qu'on va mettre à l'extérieur du bâtiment pour générer un bruit dans le cadre de l'isolement de façade. Voilà. Donc c'est volontairement des capteurs qui sont accessibles, enfin qui sont, comment dire, qu'on peut trouver sur le marché, qui sont le plus simples possible, des capteurs pour lesquels nous, on va pouvoir récupérer les données. Voilà, des capteurs sur lesquels on a fait des tests de comparaison entre donc la méthode simplifiée et puis une méthode de référence qu'on a ici également déployée sur des bâtiments. Voilà. Alors à ce jour, on est sur ces capteurs-là, sur cette méthode de mesure donc de l'isolement de façade et des bruits d'équipement. Et puis après, les choses, elles peuvent évoluer si demain, on a d'autres capteurs qui pourraient être intéressants et qui pourraient nous aider à évaluer la qualité des environnements intérieurs. On avait d'autres petites questions, on va terminer là-dessus justement parce qu'on arrive en fin de webinaire. C'est est-ce qu'on mesure la température radiative et est-ce qu'on mesure les infiltrations? Alors non, on ne mesure pas la température radiative, on mesure la température et l'humidité relative de l'air ambiant. Voilà. Et les infiltrations, non plus, on ne les mesure pas. C'est infiltration d'eau ou... Je n'ai pas plus d'informations. D'accord. Okay. Infiltration d'air. Voilà. D'air? Non. Alors attention, comme je disais, c'est une méthode qui est très simple. Il y a quelques paramètres qui sont mesurés. Donc ça n'a rien à voir avec diagnostic approfondi, où là, effectivement, on pourrait mesurer ces paramètres qui sont très intéressants. Mais là,
pour cette méthode-là, on s'arrête à des choses vraiment très simples, mais qui permettent d'avoir des informations très intéressantes sur le triptyque qualité d'air, confort, consommation d'énergie, apporter à la connaissance des occupants des bâtiments la performance du bâtiment sous forme d'étiquettes et proposer des préconisations. Ensuite, s'il y a un problème de performance, dans ces cas-là, et si les actions qui ont été proposées ne suffisent pas, là, il faudra faire appel à un diagnostic approfondi. Et là, avec des experts qui feront des mesures beaucoup plus poussées. Merci à toi, Mickaël. Nous Merci allons beaucoup. terminer sur ces dernières réponses. De toute façon, n'hésitez pas, si vous souhaitez revoir ce webinaire, à vous rendre sur la chaîne YouTube du CSTB Formation. Dans la présentation aussi, vous aurez l'adresse de Mickaël. Donc, si vous souhaitez continuer à échanger avec lui, des questions complémentaires, ce sera un plaisir de vous répondre. Donc, nous allons clôturer sur ce sujet-là. En te remerciant, Mickaël, pour ta présentation. Merci à vous. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Et bonne journée.